Pour commencer cette présentation, nous allons passer en revue les différentes formes de chômage temporaire. Donc, nous avons le chômage temporaire pour raison économique classique pour les ouvriers, classique pour les employés, mais également nous avons le régime de chômage temporaire énergie pour les ouvriers et les employés. Donc, nous avons l'intempérie uniquement pour les ouvriers, la force majeure valable à la fois pour les ouvriers et les employés, l'accident technique uniquement pour les ouvriers, la fermeture collective valable à la fois pour les ouvriers et les employés, mais également nous avons le chômage temporaire pour action sociale, c'est-à-dire quand il y a une grève ou lockout. Donc ici, on va dans un premier temps voir ce qui est vraiment essentiel pour communiquer correctement du chômage temporaire. Donc sur le slide que vous voyez ici, on va d'abord donner les étapes et puis par la suite, chaque étape va être revue plus en profondeur. Donc la première chose, lorsque les employeurs veulent communiquer du chômage temporaire, c'est de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une étape préliminaire? Et cette étape préliminaire, ce sont en fait des formulaires qui doivent être complétés afin d'être reconnus comme pouvant bénéficier de tel ou tel chômage. De quel chômage s'agit-il? C'est en fait le chômage pour les employés. Pas pour les ouvriers, mais pour les employés, il y a un formulaire spécifique à compléter afin d'être reconnu comme une entreprise en difficulté. Et tout récemment, depuis le mois d'octobre, le gouvernement a mis en place le chômage pour raisons économiques pour les entreprises vraiment énergivores. Et donc, là aussi, pour pouvoir bénéficier de ce chômage, il faut remplir certains critères que nous verrons par la suite. Et ce chômage énergivore, donc pour la crise énergétique, il est valable pour les ouvriers et les employés. Ensuite, on va également voir, donc une fois qu'on a passé ces étapes préliminaires, on va voir comment faut-il faire pour communiquer correctement à l'ONEM. La première chose, c'est d'envoyer donc cette communication, que ce soit pour des raisons du chômage économique, pour les ouvriers ou pour les employés. Lorsque également il y a un accident technique, il y a aussi une obligation de communiquer à l'ONEM et aussi en cas de chômage force majeure. Ici, on met une petite parenthèse. Si vous avez des travailleurs qui bénéficient de ce qu'on appelle force majeure pour raison médicale, là, il n'y a pas besoin de faire de communication à l'ONEM. Donc la première chose, ce sera faire donc des communications de prévision. On verra ça plus en profondeur par la suite. La deuxième étape, ça va être de communiquer le premier jour effectif au cours du mois. Et donc ce n'est pas le premier jour du mois, mais c'est bien le premier jour du mois au cours duquel il va y avoir du chômage. Donc si par exemple le premier jour effectif c'est le 5 février, eh bien il faudra communiquer un premier jour, le 5 février, pour ce travailleur-là. Les premiers jours effectifs, on doit les communiquer lorsqu'on invoque du chômage économique, du chômage pour accident technique et également de l'intempérie. Une fois qu'on a communiqué avec l'ONEM au niveau des prévisions et on a notifié ce qu'on appelle les premiers jours effectifs de chômage, il va falloir effectuer les déclarations de risque social. Alors ici, je mets juste une petite parenthèse. La déclaration de risque social, pour les employeurs qui passent par un secrétariat social, c'est généralement fait par le secrétariat social. Après, il y a des entreprises plus importantes avec un service de ressources humaines qui vont peut-être, eux, gérer ces déclarations de risque social. Mais voilà, pour les employeurs qui ont moins de personnel, en général, sachez que ces fameuses DRS, dont vous entendez parfois parler, c'est votre secrétariat social qui s'en charge. Et donc ici, à l'étape 3, on voit donc établissement de cette fameuse DRS scénario 2. Là, c'est en fait pour prévenir et dire attention, voilà, tel travailleur, pour la première fois, va avoir du chômage et va bénéficier de chômage. Ensuite, et ça c'est donc de nouveau d'actualité depuis le 1er janvier 2023, il faut de nouveau remettre une carte de contrôle, ce qu'on appelle un C32A aux travailleurs, et ça, quelle que soit la raison du chômage temporaire. Donc, dès qu'un travailleur est en chômage temporaire, vous devez vous alerter et vous dire, tiens, est-ce que mon travailleur a bien reçu sa carte C32? On va voir après de nouveau plus en détail comment faire. Une fois qu'on a donné cette carte de C32 à son travailleur, cette carte de contrôle, il va falloir l'inscrire dans ce qu'on appelle le livre de validation. Il y a le livre de validation papier, mais il y a également le livre de validation électronique. On vous montrera ça à la fin de la présentation. On vous montrera sur le site comment vous rendre et comment compléter ce livre de validation électronique en ligne. Et une fois que, si on reprend toutes les étapes, si on a été reconnu
comme entreprise. Donc l'étape préliminaire est OK. Si on a bien fait la prévision de chômage, si on a notifié le premier jour de chômage, si on a bien remis la carte au travailleur, si on a bien validé, il reste encore une étape à faire, c'est à la fin du mois, rentrer les états de prestation, calculer les salaires, et c'est là qu'on va avoir tous les jours qui ont été chômés, le nombre d'heures exactes, etc. Et c'est ce qu'on appelle la DRS5. Donc de nouveau, ici, les personnes qui font appel à un secrétariat social pour calculer les salaires, eh bien, ces jours vont être renseignés à la fin du mois sur le billet de paie, et ce billet de paie va être automatiquement envoyé sous ce format de DRS5. De manière électronique. Et donc cette DRS5, elle est aussi essentielle pour que le travailleur soit payé. Donc, avant de pouvoir introduire des communications de chômage temporaire pour raison économique pour employés, vous devez prouver que votre entreprise est en difficulté. Soit vous prouvez qu'il y a une diminution de 10% du chiffre d'affaires, soit une diminution de 10% de la production ou des commandes au cours des 4 trimestres précédant l'instauration du chômage temporaire employé par rapport au trimestre correspondant dans l'une des 2 années calendrier précédentes. Donc, si vous comparez le 4e trimestre, vous devez comparer au 4e trimestre et non au 3e trimestre ou 2e trimestre. Donc, il faut que les 2 trimestres soient les mêmes. Soit alors, vous avez 10% de chômage temporaire résultant de raisons économiques pour les ouvriers dans le trimestre qui précède l'instauration du chômage temporaire employé par rapport au total des jours déclarés à l'ONSS, ou alors vous pouvez soit avoir une reconnaissance par le ministre du Travail sur base de circonstances imprévisibles. Donc ici, l'entreprise doit également être liée soit par une convention collective sectorielle, soit par une convention collective de travail d'entreprise, soit par un plan d'entreprise approuvé. Si une délégation syndicale est présente au sein de l'entreprise, il faut d'abord tenter de conclure une convention collective de travail d'entreprise, et s'il n'y a pas de résultat, après 14 jours, vous pouvez alors utiliser la procédure du plan d'entreprise. Donc il faut également déposer la convention collective de travail ou le plan d'entreprise au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, et vous devez également compléter le formulaire C106A, donc lequel révèle que les conditions préliminaires sont remplies, que vous avez choisi le cadre dans lequel la suspension employée pour manque de travail est instaurée. Donc ici, vous avez ce formulaire-là sur notre site web. Donc par la suite, vous devez envoyer le dossier complet, c'est-à-dire le C106A et les documents demandés, au moins 14 jours avant la communication de l'instauration du chômage temporaire. Si la base est une convention collective de travail, vous l'envoyez au service du chômage temporaire du bureau de l'ONEM auquel dépend le siège social ou l'unité technique d'exploitation. Et si la base est le plan d'entreprise, alors là, vous devez l'envoyer à la Direction générale Relations collectives de travail du service public fédéral emploi, travail et concertation sociale. Donc, généralement, vous allez recevoir une réponse en principe dans les 14 jours. Donc, comme mon collègue vient de vous l'expliquer, il vous a expliqué la première étape préliminaire pour le chômage employé, pour le chômage économique, raison économique pour les employés. Moi, maintenant, ici, je vais vous expliquer donc l'étape préliminaire concernant ce qu'on appelle le chômage énergie. Donc, pour rappel, ça a été mis en place courant du mois d'octobre 2022, tout récemment. Et donc, ce régime s'applique aussi bien aux ouvriers qu'aux employés. Et il a donc ce caractère temporaire puisque il est mis en place jusqu'au 31 mars 2023. Et donc pour pouvoir bénéficier du chômage pour raison énergétique, il faut compléter le formulaire C106 qui est disponible sur notre site dans la rubrique formulaire. Et donc il faut prendre ce formulaire, le compléter. Il est, contrairement au chômage employé, beaucoup plus simple. On va simplement en fait vous demander dans ce formulaire, la question va être est-ce que vous répondez aux conditions énoncées? Et donc là c'est donc à vous en tant qu'entrepreneur à vérifier avec votre comptable par exemple, si vous pouvez considérer et être repris comme entreprise et reconnu comme entreprise énergivore. Vous ne devez pas nous fournir les documents, mais par contre vous devez les tenir à disposition en cas de contrôle. Et donc c'est vraiment pour les entreprises
entreprises qui ont soit de gros besoins énergétiques, soit qui ont leurs factures qui ont doublé par rapport à la période de référence de l'année passée. Donc ce formulaire est disponible sur le site et sur le site onem.be, documentation formulaire. En fin de présentation, on vous remontrera concrètement. J'ai oublié de vous préciser, ce formulaire doit être donc pour les étapes préliminaires, vous ne pouvez pas dire j'envoie le formulaire et je communique directement du chômage. Il faut d'abord que l'ONEM ait pris la peine de reconnaître l'entreprise comme pouvant bénéficier de ce type de chômage. Donc vous devez l'envoyer au moins 5 jours à l'avance et attendre de recevoir l'accusé de réception qui vous confirme que vous êtes bien une entreprise reconnue et à ce moment-là, vous pourrez alors effectuer vos communications de prévision sur nos sites. Alors, vous devez également envoyer une communication à l'ONEM lors de l'instauration du chômage temporaire. Donc ici, pour raison économique, ouvriers et employés, c'est ce qu'on appelle ici une prévision, l'accident technique et la force majeure. Attention, bien évidemment, vous devez respecter des délais d'introduction. Donc pour raison économique classique, c'est 7 jours calendrier. Donc on dit toujours qu'il faut 7 jours entre la date d'envoi et la date de début de votre période. Tandis que pour raison économique énergie, là, il s'agit de 3 jours calendrier. Donc, c'est-à-dire toujours 3 jours entre la date d'envoi et la date de début de la période. Donc, l'accident technique, ça, c'est au plus tard le premier jour ouvrable après l'événement et la force majeure, le plus rapidement possible. Donc, comment finalement introduire les communications électroniques via le site de la Sécurité sociale ou un système batch. Une fois que vous avez fait votre prévision de chômage économique, donc l'ONEM s'attend à recevoir, voilà, vous avez communiqué, vous avez dit: «Il se peut que dans cette période-là, il va y avoir du chômage dans mon entreprise» et donc c'est une prévision. C'est pas parce que vous faites une prévision que forcément il y a du chômage. Qu'est-ce qui va vraiment activer le chômage? C'est la communication du premier jour effectif. Donc nous, on peut recevoir à l'ONEM chaque mois des prévisions. Un employeur va faire une prévision, mais tant mieux pour lui, pas besoin de mettre son personnel au chômage. Il n'y a pas de chômage effectif. Par contre, s'il y a vraiment du chômage le jour, enfin, au plus tard, enfin, en général, on le déclare le jour même, au plus tard le lendemain et parfois on peut prévoir déjà la veille. Là, alors, c'est là que vous devez donc agir pour la deuxième fois. Vous connectez sur le site de la sécurité sociale et nous dire: «Voilà, monsieur Durand va avoir un jour de chômage, le 8 février», par exemple. Donc, quand est-ce qu'on communique un premier jour de chômage? Quand c'est pour des raisons économiques, donc pour manque de travail, aussi bien pour les ouvriers que pour les employés. On va aussi communiquer un premier jour de chômage lorsqu'on a un accident technique et surtout aussi pour les intempéries. Les intempéries, elles ne se prévoient pas. On ne communique pas de prévision pour les intempéries puisqu'on ne peut pas prévoir une semaine à l'avance s'il va pleuvoir ou pas. Et donc le chômage intempérie, lui, il débute réellement lorsque vous nous communiquez le premier jour effectif. Le délai, donc je l'ai déjà dit, soit c'est le jour même, soit le jour ouvrable qui suit. Donc je dis bien le jour ouvrable. Donc si on a une intempérie un vendredi et que vous communiquez le lundi, vu qu'il y avait le week-end entre les deux, on va l'accepter. Et pour le chômage économique, vous pouvez déjà le prévoir jusqu'à maximum 5 jours à l'avance. Mais on vous conseille d'être certain parce qu'une fois que vous faites une communication, c'est pas toujours possible de pouvoir la modifier ensuite. Et donc voilà, l'accident technique, lui, et l'intempérie, c'est le jour même, le jour qui suit, au plus tard. Alors ici, vous avez de nouveau les liens qui vous emmènent sur le site de la sécurité sociale, mais je pense que ce sera plus facile. Voilà, on vous donne la théorie maintenant et à la fin de la présentation, on ira vous montrer le site où vous pouvez faire tous ces encodages. Alors, vous devez également effectuer une déclaration du risque social, c'est-à-dire qu'on appelle ça le scénario 2, DRS2, nécessaire uniquement pour établir le droit aux travailleurs aux allocations de chômage temporaire. Si c'est la première fois que le travailleur perçoit du chômage temporaire, donc bien évidemment, vous devez l'introduire, soit c'est après une interruption de chômage temporaire de 36 mois, et en cas de modification de l'horaire contractuel. Attention, une DRS2 n'est pas une communication de chômage temporaire. Comment? Par le biais du site de la Sécurité sociale et déclaration des risques sociaux. Vous devez remettre également la version imprimée au travailleur et celui-ci doit également introduire une demande d'allocation auprès de
de paiement à l'aide du formulaire C32 travailleur. Et donc, pour rappel, les DRS2, comme mon collègue vient de vous l'expliquer, si vous bénéficiez d'un secrétariat social, en général, cette démarche est effectuée par votre secrétariat social. Il faut juste vous en assurer. On arrive maintenant à l'étape des cartes C32 travailleurs. Donc, ces cartes, comme on l'a déjà dit, c'est une obligation ici depuis le 1er janvier. Bon, on a eu une période transitoire pendant la période Corona. Les travailleurs n'étaient plus tenus d'avoir une carte sur eux depuis le 1er janvier, donc ça a bien repris. Les cartes sont en fait des cartes numérotées. Ce sont des formulaires sur lesquels vous reprenez, vous verrez les informations concernant l'employeur, les informations concernant le travailleur, et chaque formulaire est numéroté. Ce qui veut dire que si le travailleur perd son formulaire, vu qu'il est numéroté, vous ne pouvez pas lui en rendre un comme ça simplement. Il n'y a que le NEM qui va pouvoir délivrer un duplicata. Et donc, lorsqu'un travailleur perd sa carte, il faut que vous en informiez le plus rapidement possible le NEM, afin que le NEM puisse vous donner ce duplicata. Quand on vous dit informer le NEM, le plus simple de nouveau, ça va être par le formulaire de contact. On vous remontrera ça à la fin de la présentation. Le travailleur doit toujours avoir la carte sur lui. Je fais juste une parenthèse. Il y aura des exceptions pour la construction. On y arrivera juste après. Ici, je parle pour toutes les commissions paritaires, sauf la construction. Donc, le travailleur doit toujours avoir la carte sur lui au plus tard, le jour où il a réellement du chômage dans le mois. Donc, si vous avez fait une prévision pour tout le mois de mars, mais que votre travailleur ne chôme effectivement qu'à partir du 15 mars, c'est donc à partir du 15 mars que vous allez devoir lui remettre sa carte. Et c'est à partir du 15 mars seulement qu'il va devoir la compléter. Vous voyez ici au milieu du slide, on voit attention au secteur de la construction. Effectivement, pour la construction, c'est une exception. Là, les travailleurs doivent avoir toujours leur carte sur eux dès le premier jour du mois, peu importe s'il y a déjà eu du chômage ou pas. Donc voilà, c'est une petite différence. Dès le premier jour du mois, les travailleurs doivent avoir leur carte. Et une deuxième petite différence, c'est que les duplicata, si les employeurs ont des cartes de réserve dans la construction et que le travailleur perd sa carte, là, dans ce cas-là, l'employeur, juste dans le secteur de la construction, peut remettre lui-même un duplicata à son travailleur, mais il doit nous envoyer le plus rapidement possible les informations et les coordonnées de cette nouvelle carte qui a été donnée pour qu'on puisse l'encoder. Le but de la carte de chômage C32, donc c'est quoi? C'est que le travailleur doit toujours l'avoir sur lui, doit la compléter suivant les instructions avant de commencer, au moment où il commence à travailler, et le but, en fait, c'est qu'en cas de contrôle, le travailleur puisse présenter sa carte et que les contrôleurs puissent vérifier qu'il l'ait bien rempli et que tout soit bien en ordre. Cette carte est à remplir à chaque fin de mois. Elle est à rentrer à chaque fin de mois auprès de l'organisme de paiement. Vous vous posez peut-être la question, qu'en est-il si voilà, on recommence, c'est nouveau, les travailleurs ne sont pas habitués, si le travailleur a fait une rature, a fait une erreur. Donc il ne faut surtout pas déchirer la carte et en demander une nouvelle, puisque les duplicata, on ne peut pas en avoir de manière indéfinie. En général, un duplicata par an, c'est déjà, enfin voilà, c'est la norme en général. Mais par contre, voilà, ça arrive à tout le monde de se tromper, donc c'est ce qu'on appelle une rature. Et donc, si le travailleur s'est trompé, il peut alors rentrer sa carte à la fin du mois auprès de son organisme de paiement et communiquer à son organisme de paiement qu'il s'est trompé, qu'il a noirci par exemple le 22 au lieu du 23, le justifier par écrit, et alors là, il va demander ce qu'on appelle une dérogation pour rature. Et donc, voilà, cette dérogation sera analysée et traitée par la suite. Donc, après avoir remis le formulaire de contrôle au travailleur, vous devez inscrire le numéro de la carte de contrôle C32A dans un livre de validation. Donc, c'est uniquement valable pour le chômage temporaire raison économique, intempéries, mais pas dans le secteur de la construction. Donc, pour la commission paritaire sur 24, il ne faut pas inscrire les numéros dans un livre de validation. Donc, c'est uniquement les C32A effectivement délivrés. Donc, vous avez deux formes de livres de validation, ça c'est au choix. Soit c'est un format papier, mais dont les feuilles doivent être reliées avec une numérotation continue et qui doit contenir certaines mentions obligatoires concernant le C32A, mais également doit être authentifié par le NEM. Donc, ça doit être conservé pendant 5 ans dans tous les sièges d'exploitation, ou alors vous allez choisir la version électronique, c'est-à-dire que vous avez l'onglet livre de validation sur le site de la Sécurité sociale.
quand au plus tard le jour où l'employeur délivre les formulaires, mais c'est-à-dire que l'employeur doit délivrer le formulaire avant le chômage effectif. On arrive à l'étape 6, donc si on résume, on a vu comment être, enfin les étapes préliminaires, hein, comment est-ce qu'on peut être reconnu, par exemple comme entreprise énergivore, et puis on doit donc faire la prévision, la notification de premier jour, on a fait une DRS2, on a remis les cartes, on a rempli le livre de validation, et donc la dernière étape pour qu'un travailleur puisse bénéficier du chômage temporaire, donc c'est d'envoyer cette fameuse DRS5, c'est-à-dire c'est le relevé du mois, c'est le calendrier. Donc vous, effectivement, vous communiquez à l'ONEM le premier jour. S'il y a eu plus qu'un jour de chômage, ça va donc se refléter dans cette fameuse DRS5. Et donc là, c'est simplement mentionner les jours qui ont été réellement chômés au cours du mois. Et lorsque le salaire de votre travailleur va être calculé par le secrétariat social, ceux-ci, en général, vont envoyer cette fameuse DRS5. Et donc, nous serons informés des jours qui ont réellement été chômés à la fin de chaque mois. Pour que le chômage puisse être encodé de manière correcte, ce qu'il va falloir, c'est que si vous aviez communiqué un premier jour de chômage, par exemple le 5 mars, et qu'à la fin du mois, vous envoyez les billets de paie et que vous vous trompez et que vous encodez réellement un premier jour de chômage le 4 mars, par exemple, eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, vos travailleurs pourraient dire, mais tiens, je n'ai pas été indemnisé ce mois-ci. C'est parce qu'il va y avoir une discordance entre le premier jour que vous avez communiqué à l'ONEM et le premier jour réellement communiqué sur le billet de paye et donc dans cette DRS5. Voilà, donc il faut vraiment être vigilant que toutes les informations que vous communiquez aussi bien à l'ONEM qu'à votre secrétariat social soient les mêmes et cohérentes. Durant la pandémie du coronavirus et en raison de la guerre en Ukraine, la procédure a connu un certain nombre d'assouplissements, comme les raisons économiques pouvaient être qualifiées de force majeure, l'employeur ne devait pas remettre un formulaire de contrôle à son travailleur et ne pas inscrire ce numéro dans le livre de validation. Donc, effectivement, l'employeur ne devait pas introduire non plus une DRS2, mais ces assouplissements ont pour la part pris fin le 30 juin 2022, puisque au 1er juillet 2022, l'employeur avait l'obligation d'introduire des communications électroniques, et le 31 décembre 2022, finalement, à partir du 1er janvier 2023, l'employeur doit à l'obligation de remettre un formulaire de contrôle à son travailleur. Ici, vous avez un résumé de tout ce qui a changé au niveau de la procédure simplifiée et en résumé, depuis le 1er janvier 2023, l'employeur a l'obligation d'introduire des communications électroniques, a l'obligation de donner le formulaire de contrôle à son travailleur, a l'obligation d'inscrire le numéro dans le livre de validation, sauf pour la commission paritaire 124, c'est-à-dire la construction, et également d'autres obligations concernant les documents paiement, DRS2 par exemple, la DRS2. Donc ici, on va analyser un peu plus en profondeur les régimes de chômage. Ici, on est dans le cadre du chômage économique pour les ouvriers. Alors il existe 3 types de suspension. C'est la suspension complète, la grande suspension et la petite suspension. Ce que je vous explique ici oralement est vraiment bien détaillé dans la feuille info disponible sur notre site. On vous remontrera tout à l'heure le chemin pour y arriver, y parvenir. Et donc la suspension complète, c'est une demande de chômage qui va pouvoir être de maximum 4 semaines. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il y ait du chômage toute la semaine pour votre travailleur, pendant une semaine complète. Après, certains employeurs vont dire: «Ben non, j'ai besoin de chômage économique pour mes ouvriers, mais il y aura quand même du travail, ce ne sera pas des suspensions totales». À ce moment-là, donc, il existe le régime de la grande suspension. Et les employeurs ont parfois un peu du mal à faire la différence entre la grande suspension et la petite suspension. Donc la grande suspension, quand on lit en fait la définition, c'est qu'il y a moins de 3 jours de travail par semaine ou il y a moins d'une semaine de travail toutes les 2 semaines. Donc on peut avoir soit on regarde le volet sur une semaine et ça veut dire qu'il y a moins de 3 jours de travail sur cette semaine-là, ou si on regarde sur un volet de 2 semaines, moins d'une semaine sur 2. Dans le cadre de la grande suspension, donc ce régime, il peut être invoqué pour
3 mois maximum. Donc on peut faire une demande de prévision pour 3 mois qui va être suivie chaque fois d'une semaine de reprise obligatoire, donc d'une semaine où on ne peut pas instaurer de chômage. Ça, c'est donc la grande suspension. Et alors, il y a la petite suspension. Donc la petite suspension, c'est lorsque l'employeur est à peu près sûr, enfin, est certain de pouvoir toujours au moins fournir 3 jours de travail par semaine à ses travailleurs, ou au moins une semaine de travail sur 2. Et là, dans ce cas-là, il peut y avoir un régime de petite suspension avec une période prévue maximum pour 12 mois. Et dans ce cas-là, quand on est dans le cas de la régime de la petite suspension, il n'y a pas de semaine de reprise obligatoire. En ce qui concerne les employés, ici, vous avez le choix entre deux types de suspension. Donc, c'est-à-dire que vous avez la suspension complète qui a maximum 16 semaines par année calendrier. Donc, ici, la différence avec les ouvriers, c'est que vous avez un crédit par employé. Donc, une fois que le crédit est épuisé, par la suite, le travailleur, l'employé, ne pourra plus percevoir du chômage temporaire pour raison économique pour employé. Et aussi, par rapport aux ouvriers, c'est qu'il n'y a pas de semaine de reprise de travail obligatoire. Ou alors, vous allez choisir la grande suspension, c'est-à-dire que ici, l'employé devra au minimum travailler 2 jours par semaine. Le crédit est de maximum 26 semaines par année calendrier et non suivi d'une semaine de travail obligatoire. Maintenant, il faut faire attention puisqu'on dit toujours un jour demandé dans une semaine est égal à une semaine. Donc, c'est-à-dire que si vous commencez une prévision vendredi et qui se termine le jeudi suivant, c'est 7 jours calendrier, mais notre système va comptabiliser cette période-là pour 2 semaines. Donc, faites bien attention à quel moment vous allez commencer à introduire votre prévision. Donc ici également, une fois que le crédit est dépassé, à ce moment-là, vous ne pourrez plus, entre guillemets, introduire du chômage temporaire pour raison économique pour employés pour cette personne-là. Il faut faire également attention que le calcul se base également sur toutes les prévisions actives dans notre système. Je prends un exemple, vous faites un bloc de 16 semaines directement. Si dans ces 16 semaines-là, certaines semaines n'ont pas été prises par l'employé, puisque vous ne l'avez pas mis en chômage temporaire effectif, ces semaines-là seront perdues. Donc, faites bien attention à quel moment vous allez introduire vos prévisions. C'est-à-dire que généralement, un employeur, lui, il introduit ses prévisions quand il est certain que l'employé connaîtra du chômage effectif. Donc ici, on a repassé en revue donc le chômage économique pour ouvriers, le chômage économique pour employés et on en arrive au chômage économique énergie qui lui donc, je le répète, est prévu jusqu'au 31 mars 2023. Il s'adresse donc aux ouvriers et aux employés et sa particularité, c'est qu'on peut seulement faire des prévisions de 4 semaines en suspension complète, mais il n'y aura pas de semaine de reprise obligatoire comme dans le régime classique. Donc dans le régime classique, si on invoque une suspension complète, on fait 4 semaines, et puis une semaine de reprise obligatoire, 4 semaines, et ainsi de suite. Ici, voilà, on peut faire des prévisions de 4 semaines et directement réenchaîner avec une autre prévision de 4 semaines à la suite. Et si on invoque de la grande suspension, là alors c'est des périodes de maximum 3 mois. Et donc je le répète, ici le chômage est prévu jusqu'au 31 mars 2023. Donc voilà, c'est vraiment la particularité du chômage économique par rapport au chômage classique ouvrier et employé, c'est qu'il n'y a pas de semaine de reprise obligatoire et que donc on peut enchaîner. Et il s'adresse à la fois aux ouvriers et aux employés. Comme expliqué au début, vous avez également d'autres motifs de chômage temporaire. Donc, il y a l'intempérie, l'accident technique ou force majeure, c'est-à-dire tant que la situation perdure. La force majeure, lorsque vous voulez introduire une période de force majeure, c'est toujours une période de maximum 3 mois, mais éventuellement prolongeable. Vous avez également la fermeture collective pour vacances annuelles ou pour repos compensatoire. La période, c'est durant 4 semaines maximum, moins les jours de vacances payés auxquels le droit a le travailleur. Donc ici, pour la fermeture collective, vous ne devez pas introduire une communication électronique de chômage temporaire. Mais vous avez également le chômage temporaire pour action sociale et qui dépend de la durée de la grève ou du lockout.
Je vous ai présenté donc tout à l'heure le chômage économique classique ouvrier. On dit classique parce qu'en fait, il y a chaque fois le régime 124, hein, la commission paritaire 124 de la construction qui a des règles à part. Et donc, tout ce qu'on vous a expliqué précédemment est valable avec quelques petites exceptions. Donc, lorsque vous faites une prévision, mon collègue vous a bien dit qu'une prévision de chômage doit toujours se faire au moins 7 jours à l'avance. On va même dire 8 jours, puisqu'il faut 7 jours entre le moment où vous communiquez et le moment où le jour peut démarrer. Euh, de nouveau, une petite exception, c'est 3 jours à l'avance quand c'est du chômage économique. Eh bien, pour la construction, c'est 4 jours à l'avance. Voilà, c'est un secteur à part. Donc, vous pouvez communiquer 4 jours à l'avance pour votre suspension complète. On le répète, l'écart de contrôle dans le secteur de la construction, c'est pas à partir du premier jour effectivement chômé, mais à partir du premier jour du mois. Et les cartes ne sont pas, encodées dans un livre, de validation puisqu'en fait c'est Constructive qui les encode automatiquement. Donc, en ce qui concerne les intérimaires, les règles ordinaires s'appliquent. Maintenant, la question principale, c'est qui effectue la procédure de l'introduction de chômage temporaire. Donc ici, si c'est la raison économique pour ouvrier, mais également le premier jour effectif pour manque de travail pour ouvrier, c'est l'utilisateur ou l'agence d'intérim. Si c'est raison économique pour employé et également le premier jour effectif pour manque de travail pour employé, pour le moment, c'est l'utilisateur qui doit introduire les communications. Si c'est raison économique énergie, et également le premier jour effectif pour manque de travail, suite à votre prévision pour l'énergie, c'est l'agence d'intérim. Mais attention, l'agence d'intérim doit stipuler sur la DRS 5 le numéro BCE de l'utilisateur. Donc pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, l'organisme de paiement va essayer de retrouver le lien avec les conditions préliminaires de l'utilisateur. Donc ici, la délivrance du C32A, c'est l'utilisateur ou l'agence d'intérim. Attention, il y a toujours le livre de validation. Donc ici, l'utilisateur et l'agence d'intérim devront s'entendre. Également, la DRS2 et la DRS5 seront introduites par l'agence d'intérim. Donc ici, nous arrivons, au bout du diaporama qui était prévu de vous présenter. C'était beaucoup de théorie. On espère qu'on n'a pas été trop vite. On va vous montrer maintenant, concrètement comment faire, enfin, où vous rendre sur le site de la sécurité sociale pour pouvoir, faire vos prévisions, faire vos premiers jours de notification, encoder dans le livre de validation, commander des cartes C32A. Donc voilà, pour que vous ayez une vue sur l'aspect, plus pratique. Donc, tout au long du PowerPoint, vous aviez chaque fois un lien, qui vous renvoyait vers le site de la sécurité sociale. Donc effectivement, les employeurs ne communiquent pas sur le site de l'ENEM, mais bien sur le site de la sécurité sociale. Ce site donc c'est, socialsecurity.be, et vous devez vous connecter dessus en tant qu'entreprise. Donc vous cliquez sur entreprise. Et lorsque vous cliquez sur, entreprise, vous allez devoir, vous rediriger vers tous les services, en ligne. Voilà, donc quand vous êtes sur le site de la sécurité sociale, vous êtes bien dans l'onglet entreprise et vous avez ici sur la droite vers tous les services en ligne. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arrivez donc dans un menu déroulant avec, 40 résultats. Ils sont tous classés par ordre alphabétique. Et donc la première chose lorsque vous voulez, invoquer du chômage pour un de vos travailleurs, ça va être, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de pouvoir établir une prévision. Donc une prévision de chômage temporaire, vous allez cliquer donc ici, voilà, effectuer une demande de chômage temporaire auprès de l'ENEM. Quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez donc sur la page explicative du chômage temporaire. Vous avez accès au manuel avec des captures d'écran et cetera qui vous expliquent, aussi les différentes étapes et donc vous cliquez ici sur «Introduire du chômage temporaire». Là, vous arrivez sur un écran avec le logo ONEM, ici en haut à gauche.
Ça, c'est le premier écran. Pour les employeurs qui ont plusieurs sièges d'exploitation, c'est très important de ne pas directement cliquer sur «Suivant» et de bien vérifier ici, vous avez la question: «L'adresse du siège d'exploitation correspond-elle à l'adresse du siège social?» Si vous êtes à la fois établi à la même adresse siège social et siège d'exploitation, vous cliquez «Oui» et vous cliquez sur «Suivant». Si par contre vous avez plusieurs sièges d'exploitation, il est vraiment important de cliquer ici sur «Non» et de compléter, pour quel siège d'exploitation vous allez déclarer du chômage. Puisqu'effectivement, on déclare si j'ai un siège d'exploitation à Liège, un à Bruxelles et un à Namur, je ne vais pas pouvoir dire: «Bah, tiens, mon siège social est à Liège, moi je fais toutes mes déclarations de chômage sur Liège». Non, vous devez faire les, déclarations de chômage auprès du bureau de l'ONEM, là où vous avez réellement votre siège d'exploitation. Et donc c'est en complétant correctement ici l'adresse du siège d'exploitation que d'office votre demande sera orientée vers le bureau de l'ONEM, concerné. C'est également important ici aussi que vous puissiez remplir le formulaire, au niveau de la personne de contact. Le nom, le prénom, mais c'est bien aussi que vous mettiez toujours, même s'il n'y a pas la petite astérisque obligatoire, mettez votre mail. Comme ça, si nous on a un problème, au niveau d'une communication, bah, on peut facilement communiquer avec vous. Donc voilà, une fois que vous avez cliqué donc sur «Introduire chômage temporaire», vous vérifiez bien que votre adresse soit correcte, vos données de contact et vous cliquez sur «Suivant». Et là, vous arrivez en fait vraiment sur, l'écran qui va vous permettre de communiquer avec le NEM. Donc la première chose, c'est d'encoder une prévision. Donc là, vous cliquerez sur le premier lien ici, chômage temporaire prévu pour raison économique. Là, c'est quand on veut invoquer du chômage économique, donc on doit d'abord faire une prévision. En cliquant dessus, vous arrivez alors sur l'écran qui va vous permettre d'introduire votre date de début. Pour rappel, je ne peux pas aujourd'hui encoder une prévision pour aujourd'hui ou pour demain. Il doit y avoir des délais, donc 7 jours à l'avance au minimum ou 3 jours si c'est du chômage économique ou 4 jours si on dépend de la construction. Parfois, les employeurs ont des doutes et se disent: «Mais il me semble qu'il y a des listes dérogatoires, selon ma commission paritaire, j'ai droit à avoir un régime plus court que 7 jours, par exemple, j'ai un délai plus court pour communiquer». Eh bien, quand vous vous rendez donc sur le site de la sécurité sociale, que vous cliquez sur chômage temporaire, vous avez ici la liste des commissions paritaires. Quand vous cliquez sur la liste des commissions paritaires, vous avez la liste de toutes les commissions paritaires qui bénéficient d'un régime dérogatoire. Si je prends un exemple, si je prends la commission paritaire 111 par exemple, on va voir que la 111 normale, c'est-à-dire avec un niveau de 3,0 ici, doit communiquer, donc son introduction, le INT ici, c'est délai d'introduction pour une suspension complète, eh bien, il a le régime normal de 7 jours. Par contre, si un employeur bénéficie du régime 0, ici le niveau 0,43, eh bien, il va pouvoir communiquer avec un délai raccourci et dire, tiens, dans 3 jours, il se peut que j'ai du chômage économique. Donc, c'est très important en tant qu'employeur, je vais baisser la petite fenêtre ici. Quand vous mettez votre commission paritaire, si vous êtes dans la 111, mettez bien la 111, mais mettez-nous le niveau, parce qu'effectivement, si vous faites partie de la 111 avec le niveau, par exemple, 3 fois 0,3, mais votre délai pourra, à ce moment-là, être raccourci à 3 jours au lieu de 7. Mais pour ça, il faut vraiment que vous nous précisiez le niveau dont vous faites partie. Et donc ici, pour comprendre le tableau, les 2 premières colonnes, c'est quand on veut introduire pour une suspension complète. Les colonnes suivantes, ça c'est pour la petite suspension et les 2 dernières colonnes, c'est la grande suspension. Et donc à chaque fois, on a le délai d'introduction, donc voilà le nombre de jours à partir duquel on peut introduire et ça c'est la période maximale. Donc voilà, si je prends ici par exemple la commission paritaire 109 niveau 3, eh bien, une suspension totale peut durer maximum 154 jours, alors que la plupart du temps, dans les régimes normaux, ce sera des périodes de 28 jours. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair pour les employeurs qui, se posaient la question de où savoir s'ils pouvaient bénéficier d'un régime dérogatoire ou pas, donc c'est en cliquant ici sur la liste des commissions paritaires. Donc je reviens à l'écran de base, donc vous allez introduire votre date de début, donc pour la plupart du temps dans au moins 8 jours, la date de fin et donc le régime. Est-ce que vous voulez une suspension totale, une petite suspension, une grande suspension? Et alors c'est ici que vous allez aussi sélectionner, les causes, économiques. Donc si par exemple, je prends un exemple, la commission paritaire 124, en suspension totale, voilà.
Voilà. Une fois qu'on a introduit les dates, la commission paritaire, le type de suspension, vous avez alors les causes ici qui apparaissent et c'est là que vous avez dans le menu déroulant, vous pouvez sélectionner quelle est la cause. J'attire votre attention pour les personnes qui souhaitent introduire une prévision pour du chômage employé, même si c'est un manque de travail, vous ne sélectionnez pas manque de travail, mais vous mettez bien suspension employé. Sinon, votre communication ne passera pas. Vous vous posez peut-être la question aussi, je ne vois pas dans le menu déroulant le chômage énergie. Simplement, le chômage énergie a été mis rapidement en place, au mois d'octobre, assez précipitamment et donc le chômage énergie, c'est en fait du chômage économique. Donc vous l'introduisez de manière tout à fait normale. Donc si c'est pour des employés, vous mettez employés, si c'est pour des ouvriers, vous mettez ouvrier, manque de travail et c'est notre ordinateur, qui aura bien reçu votre C106 comme quoi vous étiez bien reconnu comme entreprise énergivore. Notre ordinateur verra que vous êtes bien reconnu en énergie et donc on pourra appliquer les règles spécifiques au chômage énergie. Ça va, donc ça c'est comment introduire une nouvelle communication, donc une prévision, de chômage économique. Une fois que vous avez fait ça, la prévision ici par exemple est encodée à partir du 6 mars. Voilà, le temps va passer et peut-être que le premier jour effectif ne sera pas le 6 mars, mais j'invente le 10 mars. Eh bien, le 10 mars, vous allez devoir vous reconnecter sur le site de la sécurité sociale, cliquer sur l'onglet «Je souhaite du chômage temporaire» et là, vous pourrez alors introduire une nouvelle communication, mais pas de prévision, mais bien de premier jour. Vous voyez ici, on peut switcher, on a prévision chômage économique ou premier jour de chômage. Si je clique sur premier jour de chômage, l'écran est différent. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement me demander une date, hem et donc pour rappel, ici, je vous donne des exemples, je vais loin, hein, mais le premier jour, on le notifie la veille, le jour même ou le lendemain au plus tard, hein et donc on sélectionne le jour concerné. Donc imaginons, je veux, introduire un jour aujourd'hui et sélectionner. Là, je vais mettre, par exemple, raison économique puisque j'avais une prévision en cours ici pour le chômage économique. Vous pouvez toujours introduire une remarque. Les commissions paritaires doivent toujours être complétées également. Là, vous mettrez le numéro national de votre travailleur et vous voyez ici en haut, il y a un cadre qui est assez important. Si vous êtes un employeur qui fait à la fois appel à du chômage économique, du chômage intempéries ou même des formations hivernales pour les commissions paritaires, 124 par exemple, eh bien, il faut savoir que lorsque vous communiquez un premier jour de chômage pour raison économique aujourd'hui le 10 février, si la semaine prochaine, le 14 février, il pleut et que votre travailleur ne veut pas travailler pour raison d'intempéries, vous n'allez pas devoir vous reconnecter et recommuniquer un premier jour d'intempéries. On ne communique qu'un seul premier jour par travailleur et par mois. Donc si ce travailleur a déjà eu du chômage économique, vous ne recommuniquez pas un premier jour d'intempéries ou inversement, s'il a déjà eu un premier jour de chômage intempéries, vous ne recommuniquez pas un premier jour économique ou aussi pas un premier jour de formation hivernale. Si vous faites ça, il y aura plusieurs premiers jours et donc le dossier sera bloqué parce que ça ne correspondra pas. Si vous communiquez plusieurs premiers jours, on ne sait plus finalement quel est le premier jour réel. Et donc si vous voulez repasser à votre prévision, si vous ne savez plus ce que vous aviez fait comme prévision ou si vous voulez encoder une nouvelle, voilà, ici sur la gauche, vous cliquez et vous revenez dans l'onglet. J'ai parlé donc d'intempéries, donc si je n'ai pas de chômage économique prévu, mais juste de l'intempérie, aujourd'hui il pleut, mes travailleurs n'ont pas pu travailler, je clique sur intempéries et là de nouveau j'arrive directement sur ce premier jour. Si vous voulez faire des modifications, vous voyez ici en haut, nouvelle communication, donc là vous revenez à l'écran de base, je souhaite faire une prévision, j'ai de l'intempérie, un accident technique, ou je veux faire un premier jour de chômage effectif. Mais si vous voulez, faire une modification, vous cliquez ici sur modification, suppression et là vous verrez les communications qui ont déjà été encodées, chaque fois avec le numéro de ticket approprié et vous avez ici sur la droite, soit de la possibilité de modifier, soit de la possibilité de supprimer. Attention que vous ne pouvez modifier ou supprimer que quelque chose pour le futur. Vous pouvez pas, modifier un premier jour, il y a 3 semaines. Vous pouvez par exemple dire: «Beh, tiens, lundi je vais mettre, 4 personnes en chômage», vous validez et puis vous vous rendez compte que c'est pas 4, c'est 3 par exemple. Mais là alors, comme le jour n'est pas encore passé, vous pouvez reprendre votre communication, cliquer sur le petit crayon et aller faire les modifications, nécessaires.
Donc ça, c'est l'onglet modification, suppression. Et ici, vous voyez, on est en environnement test, mais dans la réalité, à chaque fois que vous nous envoyez une communication, elle a un numéro de ticket, elle arrive dans notre système informatique, on la valide ou on la refuse ou on la modifie. Et dans tous les cas, il y a un courrier qui vous est adressé et vous pouvez toujours retrouver ce courrier ici en PDF. Donc voilà, dans l'environnement test, c'est pas possible de vous le montrer, mais sur votre site avec vos propres codes d'accès, vous verrez tous les courriers qui vous ont été adressés. Et vous pouvez également cliquer sur l'onglet consultation et là, alors vous voyez toutes les communications qui sont classées, soit pour raisons économiques, raisons intempéries, voilà, en fonction de ce que vous aurez encodé. Donc voilà les explications, pour le site de la sécurité sociale concernant donc les prévisions. Donc pour rappel, on fait une prévision, un jour de chômage effectif. Pour ceux qui bénéficient du chômage intempéries, c'est ici également. Et pour ce qui concerne l'accident technique, force majeure ou action sociale, c'est là aussi. On vous a parlé tout à l'heure du livre de validation. Donc là, alors, on va simplement fermer la page chômage temporaire. On va revenir sur le site de la sécurité sociale. Je peux même revenir à la page de début. Et donc, de nouveau, je vais aller vers tous les services en ligne. Là, tous les résultats apparaissent par ordre alphabétique et donc on a le chômage temporaire qui est ici et on aura le livre de validation à la lettre L, voilà. Le livre de validation électronique, donc c'est pas obligatoire, hein, le papier est toujours accepté, mais le livre de validation électronique est pratique également et donc là, vous avez complété le livre de validation en ligne. Et simplement, ce livre de validation, de nouveau, on a un livre de validation par siège d'exploitation. Donc, vous allez devoir encoder par siège d'exploitation. Vous devez trier vos travailleurs par siège d'exploitation. Donc, faites bien attention ici à répondre à la question oui ou non, c'est mon siège social ou il s'agit d'une autre adresse. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Et là, alors, vous allez pouvoir faire un nouveau formulaire. On ne peut pas encoder pour le passé. Donc, si là, des employeurs se disent, zut, on est déjà le 10 février, je n'avais pas connaissance, j'avais oublié qu'il fallait encoder dans un livre de validation, n'essayez pas de réencoder pour janvier, vous n'y arriverez pas. Mais vous pouvez encoder, bien sûr, dans le mois en cours. Et donc, si on clique sur nouveau formulaire, là, voilà, on a la liste des travailleurs qui apparaît. Et donc, par exemple, ici, si je clique sur cette personne, au mois de février, nous sommes, je sais qu'elle va avoir du chômage par exemple, lundi, eh bien je pourrais encoder, je dois lui remettre sa carte donc pour lundi au plus tard, encoder son formulaire. Donc les formulaires, ont toujours 2 lettres suivies de, 7 chiffres. Voilà et donc c'est simplement ça. Vous avez les coordonnées du travailleur, encoder le mois concerné, le numéro du formulaire et cliquer sur envoyer. On vous dit aussi que, vous ne pourrez plus modifier après. Donc, malheureusement, il faut être vigilant dans l'encodage, du numéro parce que vous n'aurez pas, comme dans l'écran précédent pour le chômage temporaire, un petit crayon pour modifier. Ici, c'est pas possible. Une fois que c'est confirmé, on ne sait pas revenir en arrière. Et donc voilà, le livre de validation, on vous confirme ici qu'il est bien encodé pour le mois de référence du mois de février. Ça a été créé aujourd'hui le 10 pour le numéro national suivant, la personne, son numéro de formulaire et ça génère un numéro de ticket. Donc voilà au niveau du site de la sécurité sociale, c'est vraiment le livre de validation et la case chômage temporaire. Donc c'est pour communiquer du chômage, c'est sur ces 2 onglets-là que vous devrez régulièrement vous rendre. Hem Si vous avez des soucis de connexion par rapport au site de la sécurité sociale, ce n'est pas le site de l'ENEM. C'est le site de la sécurité sociale, donc ce n'est pas nous qui pouvons vous aider, ce sera Eranova. Et ça, c'est expliqué et les coordonnées sont données dans les feuilles info. Et donc là, je vais rebasculer sur notre site ONEM à nous. Donc voilà notre site ONEM. Notre collègue vous a montré en début de présentation, comment ce que les infos que vous vouliez y trouver. Je pense que voilà, en fin de présentation, c'est bien de refaire un petit tour, comme ça c'est encore frais dans votre mémoire. Donc notre site ONEM se présente comme ceci. Donc je vais vous remontrer par exemple la documentation. Pour les employeurs, c'est vraiment, essentiel. Toute la réglementation est reprise ici, dans documentation et quand vous cliquez sur documentation, vous avez les feuilles infos destinées aux employeurs. Quand vous cliquez sur les feuilles infos destinées aux employeurs, voilà, il y en a beaucoup. C'est toutes les feuilles infos, qui concernent chaque type de chômage.
Et donc, les plus courants, ça va être le chômage économique pour ouvriers qui va être reprise dans la feuille 22. Voilà, chômage temporaire, manque de travail pour les causes économiques ouvriers. Hem, on a la feuille E21 qui est spécifique au secteur de la construction. Et alors le chômage, tant qu'on est dans les ouvriers, on a aussi le chômage temporaire intempéries qui est repris ici. Vous avez alors pour les employés, ce sera un peu plus bas, c'est les feuilles E54 et E55. E54, c'est est-ce que peux être reconnu comme une entreprise en difficulté? Si oui, je clique sur le formulaire C106, je le complète, je le renvoie à l'ONEM afin que ce soit validé. Et la feuille E55, c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on vient de vous expliquer ici pendant le PowerPoint. À chaque fois, c'est comment pouvez-vous prouver donc les conditions préliminaires, et puis ça va être à chaque fois euh, comment je dois faire pour communiquer. Je vais reprendre un exemple ici avec le chômage ouvrier, la feuille E22. Voilà. Ici, tout, chaque fois, est bien expliqué clairement. Qui effectue les formalités? Quelles formalités devez-vous faire avant le début du chômage temporaire? Donc là, on va vous respécifier qu'il faut faire une prévision. Donc, quand effectuer la communication prévisionnelle, au moins 7 jours à l'avance. Comment? Et alors là, vous avez chaque fois le site socialsecurity.be qui, en fait, vous renvoie d'office vers rubrique entreprise, ici. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez ici. Et donc là, de nouveau, service en ligne. Je choisis le chômage temporaire et j'arrive sur introduire du chômage temporaire. Donc quand vous cliquez dans nos feuilles info, vous êtes chaque fois redirigé vers le site de la sécurité sociale. Et donc comme je vous le disais, si vous avez un problème d'identifiant, de mot de passe, etc., vous voyez ici, c'est le site Eranova avec le numéro de téléphone. Et c'est avec eux alors qu'il faudra prendre contact parce que ce n'est pas le site de l'ONEM et donc nous ne savons pas vous aider sur des soucis de connexion. Voilà, donc toutes les feuilles infos sont reprises. Donc quand vous avez on reprend par exemple ici, voilà le régime de la suspension totale, le régime de la suspension, petite suspension, grande suspension. Donc tout ce qu'on vient de vous expliquer dans le PowerPoint est repris chaque fois dans les feuilles infos. Donc je remonte une dernière fois. Le site de l'ONEM, vous cliquez sur documentation, feuille info pour les employeurs. Et là, vous arrivez avec toutes les feuilles et vous pouvez les mettre en favori si vous utilisez plus souvent un type de chômage par rapport à un autre. Et donc ici, comme, ma collègue vous l'a expliqué au tout début, malheureusement, on est beaucoup, on n'a pas pu ouvrir le chat. Vous avez peut-être des questions, spécifiques ou propres, par rapport à votre dossier. Et donc là, le meilleur moyen de communiquer avec nous, ça va être de nouveau, quand vous arrivez sur le site de l'ONEM, c'est d'aller tout en haut ici dans Contact. Quand vous cliquez sur Contact, vous avez après le formulaire de contact et le formulaire de contact qui est spécifique pour les employeurs, c'est-à-dire pour le chômage temporaire. Et donc là, vous pouvez compléter vos coordonnées. À nouveau, c'est très important, on le met ici, hem, à part pour le chômage temporaire énergie, toutes vos autres questions pour, soit du chômage intempéries, chômage économique, chômage force majeure, toujours bien mettre vos coordonnées d'exploitation. Puisque comme je vous l'ai dit, même si votre siège social est à Liège, mais que vous avez un magasin à Bruxelles, eh bien le chômage économique devra être encodé sur Bruxelles et ce sera donc le NEM du bureau de Bruxelles qui devra vous répondre. Donc c'est très important que vous communiquiez bien ici le siège d'exploitation, vos données de contact et alors vous pouvez poser vos questions. Donc si vous avez des questions, voilà, vous les posez ici. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure que, vous deviez fournir des formulaires C32A à vos travailleurs. Eh bien, comment obtenir ces formulaires C32A? Vous voyez ici dans le sous-thème «Demande de carte C32A». Vous faites simplement un petit message: «Bonjour, j'ai besoin de», alors il faut nous mettre le nombre, parce qu'on ne sait pas combien de temps vous pensez pouvoir mettre votre travailleur, au chômage. Donc si vous avez, un travailleur, que la saison pour vous plus compliquée, manque de travail, ça va être l'hiver, vous avez peut-être besoin de 4 ou 5 cartes par travailleur. Si vous avez 5 travailleurs, vous demandez 25 cartes et on vous les fait parvenir par la poste, sans problème. Si votre travailleur a perdu sa carte et qu'il vous faut un duplicata, pareil, vous pouvez passer par le formulaire de contact et vous dites: «Voilà, mon travailleur a perdu sa carte, voici, ses coordonnées». Il faut bien nous mettre son numéro national et
on vous renvoie la carte. Précisez aussi, là on est le 10 février, on reçoit des demandes, mon travailleur a perdu sa carte, pouvez-vous émettre un duplicata? On se pose la question, il a perdu sa carte pour janvier ou pour février? Quand on est comme ça à cheval sur 2 mois, c'est pas facile pour nous de le déterminer. Donc chaque fois que vous demandez un duplicata de carte, précisez bien donc les coordonnées du travailleur, son numéro national et le mois concerné. J'arrive à la fin de la présentation. Nous vous remercions vivement pour votre intérêt. Vous étiez nombreux. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas pu ouvrir le chat, on n'a pas pu poser les questions en direct. Mais voilà, on remercie vraiment chaleureusement pour votre intérêt. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions donc, par ce fameux formulaire de contact. Et donc, chaque bureau, peu importe la région dont vous venez, pourra répondre selon votre dossier.